Une nation avec un portefeuille vide, mais une liste de souhaits remplie d'armes. La Chine arme activement le Pakistan avec des armes de destruction massive. Islamabad prétend que l'Inde représente une menace existentielle pour eux. Et la seule réponse, apparemment, c'est plus de nouvelles. Et devinez qui les aide? Le frère de fer du Pakistan, la Chine. Le message derrière cette posture est également très clair. Si le Pakistan ne peut pas gagner sur le champ de bataille, il essaiera de gagner par le chantage nucléaire, et ce n'est pas nouveau. La Chine vient de faire un geste choquant contre le monde. Le Pentagone vient de publier un rapport sur les menaces mondiales pour 2025, et la Chine est en tête de liste. Mais cette fois, ce n'est pas à cause de leur énorme accumulation militaire ou de leur technologie de pointe. C'est parce qu'ils fournissent littéralement des armes nucléaires modernes et mortelles au Pakistan. Oui, au même Pakistan qui était au bord d'une guerre totale avec l'Inde il y a seulement quelques semaines. Le même Pakistan qui a dû supplier le Fonds monétaire international, non pas une ou deux fois, mais 25 fois distinctes, au cours de ses 76 années d'existence, juste pour éviter un effondrement économique total. Le même pays qui abrite toujours et finance des groupes terroristes, des groupes responsables de plus de 20 attaques mortelles dans au moins 10 pays différents. En fait, selon ce même rapport du Pentagone, plus de 2500 citoyens pakistanais ont été tués dans des attaques terroristes en 2024 seulement. Et n'oublions pas, les dirigeants pakistanais eux-mêmes ne manquent jamais une occasion de menacer ouvertement l'utilisation d'armes nucléaires. Chaque fois que les tensions augmentent avec l'Inde, chaque affrontement frontalier, chaque dispute diplomatique, chaque échange houleux, vous entendrez des hauts fonctionnaires pakistanais lancer des menaces nucléaires de manière désinvolte. À ce stade, c'est pratiquement devenu leur habitude. Même lorsque l'économie du Pakistan fait faillite et que la communauté internationale hésite à leur donner plus d'argent, ils commencent commodément à rappeler au monde leurs armes nucléaires, faisant subtilement du chantage que si leur économie s'effondre, ces armes nucléaires pourraient facilement tomber entre de mauvaises mains. Je veux dire, pensez-y. Plusieurs pays à travers le monde ont connu un effondrement économique, malgré l'intervention du Fonds monétaire international. Nous l'avons vu au Sri Lanka, en Bolivie, en Roumanie, même en Grèce. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le Pakistan continue de survivre, recevant même un autre plan de sauvetage du Fonds monétaire international de 1,5 milliard ce mois-ci, dans son 25e plan de sauvetage. On se demande comment le Pakistan peut soudainement se permettre des avions de chasse de 5e génération et une technologie nucléaire avancée en provenance de Chine. Dans cette vidéo, nous verrons comment l'Inde a récemment démasqué le bluff nucléaire du Pakistan, révélant comment presque tout leur arsenal militaire, fourni par la Chine, a échoué lamentablement en une seule nuit de frappe de missiles. C'est peut-être pourquoi la Chine injecte maintenant encore plus d'armes avancées au Pakistan, essayant désespérément de sauver la face et de maintenir son allié à flot, même si cela signifie nous rapprocher dangereusement de quelque chose d'aussi effrayant que la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, cette vidéo n'est définitivement pas favorable aux annonceurs selon l'algorithme de YouTube, et c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. YouTube a l'habitude de restreindre les vidéos qui parlent de guerre, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Alors, si vous pouvez nous rendre un grand service et appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner en bas, cela aide énormément la vidéo. Nous vous apprécions. Alors, vous savez probablement déjà que toute cette affaire a commencé par une attaque terroriste en Inde. 2 semaines plus tard, l'Inde a lancé l'opération Sindoor, qui signifie littéralement vermillon, une poudre rouge vif. Et fidèle à son nom, elle était censée laisser une marque claire. L'armée indienne a utilisé des missiles de précision et des bombes intelligentes pour frapper 9 bases terroristes au plus profond du Pakistan. Et le Cachemire, occupé par le Pakistan, se sentant humilié et sous pression pour répondre. Le Pakistan a rapidement lancé l'opération Banyan et Marsus en guise de contre-attaque. Pendant 3 jours consécutifs, du 7 mai au 10 mai, tout le monde a retenu son souffle alors que ces 2 rivaux nucléaires échangeaient des tirs d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Le Pakistan a même tiré des missiles balistiques de sa série Aft à travers la frontière, accompagnés de centaines de drones fabriqués en Turquie et en Chine. L'Inde a répondu avec force, lançant un autre tour de frappe de précision dévastatrice. Mais cette fois, elles ont directement touché 11 bases militaires pakistanaises dans les 4 provinces. En une seule nuit, les frappes de l'Inde ont éliminé près de 20% de l'ensemble des capacités de combat aérien du Pakistan. Maintenant, neutraliser plusieurs grandes bases aériennes militaires d'un pays armé nucléaire n'est pas exactement facile. Alors, naturellement, les premiers rapports semblaient trop beaux pour être vrais. Les gens du monde entier ont commencé à se demander:
Comment l'Inde a-t-elle réussi quelque chose d'aussi grand, aussi rapidement? Eh bien, une fois que les experts ont commencé à creuser les détails, tout le monde a réalisé à quel point le Pakistan est dangereusement dépendant de la technologie militaire chinoise. Il s'avère que plus de 82% des armes et équipements de défense importés par le Pakistan proviennent directement de Chine. Et toutes ces bases aériennes pakistanaises que l'Inde a ciblées étaient remplies de ces systèmes de défense chinois, soi-disant avancés. Pourtant, malgré toute cette technologie chinoise protégeant leurs bases, le Pakistan n'a pas pu intercepter un seul missile ou drone. Par exemple, le système de défense de missiles HG9 était censé être l'équivalent chinois du S-300. Le Pakistan avait activé ses batteries Headquarters 9 et essayait désespérément d'intercepter les frappes indiennes. Mais devinez quoi? Pas un seul missile n'a été abattu, pas une seule cible protégée. Même les avions de chasse J-10C de la Chine, très médiatisés, ceux que la Chine aime promouvoir comme des avions de pointe de la 4e génération et demi, n'ont finalement rien livré quand cela comptait le plus. Selon les rapports de renseignement en source ouverte, le Pakistan a perdu au moins 8 avions F-16, 4 avions JF-17, ainsi que plusieurs autres actifs militaires de grande valeur. Ajoutez tout cela, et nous parlons de pertes pour le Pakistan d'environ 4 milliards de dollars en seulement 2 rapides séries de frappes. Il est également important de souligner qu'après les premières frappes de l'Inde sur les camps terroristes, le Pakistan était absolument furieux. Et comme toujours, leurs dirigeants ont rapidement commencé à proférer à nouveau des menaces nucléaires. Mais cette fois, l'Inde ne les a pas simplement ignorés. Ils ont ouvertement démasqué le bluff nucléaire du Pakistan. Pendant ces deuxièmes rounds de frappe, dont j'ai parlé plus tôt, l'Inde a directement visé 2 installations liées au nucléaire à l'intérieur du Pakistan. L'une d'elles était la base aérienne de Nur Khan, un site que l'on s'attendrait à être parmi les lieux les plus fortement gardés et sécurisés au monde. Mais devinez ce qui s'est passé. Aucun des systèmes de défense avancés construits par la Chine au Pakistan n'a réussi à intercepter les missiles entrants ou à protéger ce site extrêmement critique. Une attaque comme celle-ci est incroyablement humiliante pour n'importe quel pays, mais surtout pour un pays armé nucléaire comme le Pakistan. Mais ensuite, juste pour ajouter du sel aux blessures, le ministre de la Défense de l'Inde, Rajnath Singh, a publiquement appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique, le chien de garde nucléaire mondial, à inspecter l'arsenal nucléaire du Pakistan. Il a ouvertement remis en question la capacité du Pakistan à protéger en toute sécurité ses armes nucléaires, suggérant essentiellement que le monde doit sérieusement reconsidérer si le Pakistan devrait même avoir des armes nucléaires. Après tout, si l'Inde pouvait si facilement percer la sécurité nucléaire du Pakistan, imaginez ce que pourraient réussir à faire des groupes terroristes ou insurgés. Et puis il y a l'incident des collines de Karana, qui est encore plus suspect. Des rapports ont rapidement commencé à suggérer qu'une des frappes de missiles de l'Inde aurait pu en réalité toucher une installation souterraine de stockage nucléaire. Et ce qui se passe ensuite le rend encore plus préoccupant. Juste un jour après la frappe, toute la région a été touchée par un tremblement de terre de magnitude 4.7, suivi de 2 autres tremblements plus petits au cours des 2 jours suivants. Je veux dire, ces tremblements de terre auraient-ils pu simplement se produire naturellement? Ou étaient-ce les conséquences de quelque chose de nucléaire qui se déclenche sous terre? Honnêtement, personne ne sait encore avec certitude. Mais voici ce que nous savons. Il y avait des rapports crédibles de fuite de radiation. Le Pakistan a discrètement évacué les villages à proximité, et un avion américain spécialisé dans la détection nucléaire a été aperçu en train de survoler et de scanner la zone peu de temps après. Le Pakistan a même fait venir en urgence plusieurs cargaisons de bore, un produit chimique littéralement utilisé pour contenir les radiations nucléaires. Si on assemble tous ces indices, il est assez clair que quelque chose de grave, probablement nucléaire, s'est réellement passé là-bas. Si c'est vrai, l'ultime dissuasion du Pakistan, leurs armes nucléaires, pourrait avoir subi un coup massif. Juste après cet incident, un cessez-le-feu a rapidement été mis en place, et une fois la poussière retombée, il était temps de déterminer ce qui s'était exactement passé, et à quel point les dégâts étaient réellement graves. Et croyez-moi, l'autopsie d'après-guerre n'était pas jolie. Pas pour le Pakistan, et certainement pas pour la Chine. Il s'est avéré que près de la moitié de l'équipement militaire chinois haut de gamme et coûteux du Pakistan a très mal fonctionné, et que l'autre moitié ne fonctionnait même pas quand cela comptait vraiment. Juste un jour après la 2e frappe de l'Inde, un cessez-le-feu a prévalu. Bientôt, la poussière s'est installée, et maintenant c'était le moment pour l'autopsie post-guerre. Et disons simplement que ce n'était pas joli à voir, ni pour le Pakistan ni pour la Chine. La Chine, pour commencer, a eu un réveil brutal. Depuis des années maintenant, ils se commercialisent agressivement en tant que fournisseurs d'armes mondiales, essayant de rivaliser avec des pays comme les États-Unis et la Russie.
Mais après l'opération Ceinture, les résultats de combats réels ont peint un tableau totalement différent. Maintenant, le monde entier voyait la technologie militaire chinoise en action. Et disons simplement, cela ne semblait pas bon. Les choses se sont encore compliquées lorsque les généraux pakistanais ont commencé à se demander si les formateurs chinois avaient réellement fait correctement leur travail, enseignant à leurs troupes comment manipuler tout cet équipement soi-disant high-tech. Pendant ce temps, en Chine, des commentateurs nationalistes ont commencé à riposter, affirmant qu'il n'y avait rien de mal avec leurs armes. C'était simplement que les forces pakistanaises étaient incompétentes et ne pouvaient pas les utiliser correctement. Comme ça, le jeu des reproches avait commencé. À ce stade, le Pakistan a finalement commencé à réaliser à quel point il était dangereux de dépendre presque entièrement d'un seul fournisseur d'armes. Après le cessez-le-feu, des initiés ont révélé que lors de réunions de haut niveau, certains responsables de la défense pakistanaise ont en fait suggéré de diversifier leurs sources d'armement. Ils ont en fait commencé à penser à acheter plus de technologies occidentales. Bien que bonne chance avec cela, compte tenu des sanctions internationales et de la politique, ou peut-être à explorer d'autres fournisseurs comme la Turquie, juste pour éviter de se faire brûler par les armes chinoises à nouveau. Mais le Parti communiste chinois a rapidement réalisé qu'ils ne pouvaient pas se permettre de laisser leur état marionnette le plus précieux s'échapper. Alors ils ont immédiatement recommencé à flatter le Pakistan, en leur promettant encore un meilleur équipement militaire. Littéralement quelques jours après l'annonce du cessez-le-feu, des nouvelles ont révélé que la Chine accélérait les livraisons de jets de combat furtifs de nouvelle génération au Pakistan, spécifiquement le Shenyang J-35A. À l'origine, le Pakistan n'était même pas censé recevoir ces avions furtifs avant au moins 2027 ou plus tard, mais maintenant Pékin a accéléré la remise d'au moins 6 mois, avec le premier lot attendu pour le début de 2026. Il est stupéfiant de penser qu'une attaque terroriste sur l'Inde pourrait finalement propulser le Pakistan dans un club d'élite de pays exploitant des avions de combat furtifs de 5e génération. Mais attendez, il y a plus. Si ce n'était pour le récent rapport de menace du Pentagone, nous n'aurions peut-être même pas réalisé que la Chine aide si activement le Pakistan à accélérer la modernisation de son arsenal d'armes nucléaires. Maintenant, nous ne savons pas encore exactement sous quelle forme se présente l'aide qu'ils fournissent. Cela pourrait être une aide pour le contrôle des dommages et les mises à niveau de sécurité suite à l'incident des collines de Karana. Ou, bien plus dangereusement, la Chine pourrait effectivement fournir directement à la Pakistan une technologie nucléaire moderne et des conceptions de têtes nucléaires améliorées. Mais ce que nous savons avec certitude, selon l'évaluation du Pentagone, c'est que la direction militaire du Pakistan accorde une priorité aux armes nucléaires comme jamais auparavant. Même avec une corruption endémique, une économie sous perfusion et une violence terroriste généralisée, la modernisation nucléaire reste en haut de leur agenda. Mais pourquoi exactement la Chine fait-elle tout cela ? Je veux dire, qu'a vraiment gagné Pékin en armant le Pakistan jusqu'aux dents, surtout lorsque le Pakistan lui-même semble se désintégrer ? Eh bien, il s'avère en fait assez beaucoup. Tout d'abord, le Pakistan est l'état mandataire ultime de la Chine pour maintenir l'Inde en permanence distraite. En fournissant continuellement au Pakistan une technologie militaire avancée, la Chine s'assure que l'Inde ne peut jamais se concentrer uniquement sur la Chine en tant que rivale. Au lieu de cela, l'Inde doit détourner d'énormes ressources et son attention vers son front occidental avec le Pakistan. L'histoire prouve que cette stratégie a merveilleusement fonctionné pour la Chine. Un mouvement stratégique classique pour garder votre potentiel rival engagé dans des conflits locaux, afin qu'il n'ait jamais la chance de vous défier directement sur une plus grande scène. Demandez à n'importe quel général indien et il vous dira immédiatement que leur pire cauchemar est une guerre sur 2 fronts, la Chine attaquant du nord à travers l'Himalaya, tandis que le Pakistan lance simultanément une attaque de l'ouest. Ce scénario cauchemardesque semblait dangereusement réel pendant l'opération Ceinture. Même si les forces chinoises sont restées silencieuses le long de la frontière himalayenne, la simple possibilité qu'elles interviennent a forcé l'Inde à rester constamment en alerte sur son flanc est, tout en combattant activement le Pakistan à l'ouest. Deuxièmement, la Chine obtient une occasion parfaite de tester sur le terrain ses dernières armes en les offrant essentiellement au Pakistan et en observant comment elles se comportent face au système fourni par l'Inde et l'Occident. L'opération Ceinture était pratiquement un essai en conditions réelles pour la technologie militaire chinoise. Drones, missiles, avions de chasse, tous mis à l'épreuve par les forces pakistanaises contre les chasseurs Rafale français de l'Inde, les drones Arop israéliens et les systèmes de défense aérienne S-400 avancés fabriqués en Russie. Vous pouvez parier que les ingénieurs chinois sont en train de disséquer les résultats. Disons simplement que si le missile PL-15 a sous-performé, la Chine peut ajuster sa conception ou sa direction en fonction de ses données de combat.
Si le brouillage indien a confondu les radars chinois du Pakistan, la Chine travaillera sur des systèmes plus résistants au brouillage. En gros, Pékin utilisait le Pakistan comme un cobaye pour améliorer son propre arsenal, mais cette stratégie a fini par se retourner massivement contre elle. La Chine pensait qu'un ou deux systèmes pourraient être sous-performés, mais il s'avère que tout a échoué. Les drones, les missiles, la défense aérienne et plus encore. Et maintenant, plusieurs nations sont soit prudentes, soit refusent complètement d'acheter des armes fabriquées en Chine. En fait, la récupération d'un missile PL-15E fabriqué en Chine, complètement intact, a attiré l'attention de pays comme les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie, la France, le Royaume-Uni et bien d'autres. Ces pays sont extrêmement intéressés par l'analyse de ces débris pour déterminer exactement ce que la technologie des missiles chinois peut et ne peut pas faire. À ce stade, il pourrait être trop tard pour que la Chine se remette de ce préjudice à sa réputation, ce qui explique pourquoi ils ont immédiatement sacrifié le Pakistan, accusant ouvertement l'armée pakistanaise d'incompétence, plutôt que d'admettre que leur propre équipement a lamentablement échoué. Troisièmement, et c'est vraiment important, en augmentant la dépendance du Pakistan, la Chine acquiert un énorme levier sur toute la région de l'Asie du Sud. Économiquement parlant, le Pakistan est déjà piégé dans la toile de la Chine à travers le corridor économique Chine-Pakistan, un vaste réseau de projets d'infrastructures valant plus de 60 milliards de dollars. En gros, le Pakistan est maintenant profondément endetté et financièrement lié à Pékin et, du côté militaire, le Pakistan est en passe de devenir à 100% dépendant de la Chine. Les principaux chars de combat du Pakistan sont les VT-4 chinois. Sa marine utilise des navires de guerre et des sous-marins chinois. Son armée de l'air aura bientôt des jets furtifs chinois. Et ses programmes de missiles et nucléaires s'appuient sur la technologie chinoise. Cela signifie que chaque fois qu'il y a des tensions entre l'Inde et le Pakistan, la Chine peut influencer directement les événements, en contrôlant le flux de fournitures critiques, de munitions, de pièces de rechange, et même de renseignements satellitaires vers le Pakistan. Cela garantit également que le Pakistan ne sera jamais en mesure de s'opposer sérieusement à la Chine sur quelque sujet que ce soit. Non pas que le Pakistan se soit jamais vraiment opposé à la Chine, mais maintenant c'est garanti. Je veux dire, regardez simplement comment le Pakistan reste silencieux sur la situation des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang en Chine. Récemment, nous avons dépassé le 1 million d'abonnés. Depuis lors, nous avons été inondés d'emails nous posant des questions et demandant des conseils sur la façon de développer une chaîne sur YouTube. Même si je fais de mon mieux pour répondre à chaque email, parfois cela prend trop de temps, ou ils posent la même question que j'ai déjà répondu auparavant. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous mes conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Donc, si vous êtes quelqu'un intéressé par la création de votre propre chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Là, je partagerai avec vous tout ce dont vous avez besoin et répondrai à toutes vos questions sur YouTube sans visage. Alors inscrivez-vous maintenant, car malheureusement mon bootcamp de vidéos YouTube est comme un appel Zoom. Il est donc limité à seulement 100 personnes. Maintenant, retour à la vidéo. Mais n'oublions pas qu'une relation avec le Pakistan peut devenir mortelle, même pour la Chine. En remettant des armes nucléaires modernes et des capacités militaires avancées, la Chine risque d'encourager l'armée pakistanaise, leur donnant plus de confiance pour provoquer et défier l'Inde de manière plus agressive, comptant sur le soutien de Pékin pour les soutenir, et cela augmente sérieusement le risque de guerre. Rappelez-vous, le Pakistan et l'Inde ont tous deux des armes nucléaires, donc même un petit conflit a le potentiel de dégénérer en une catastrophe nucléaire totale. La Chine pourrait penser qu'elle peut garder les choses sous contrôle, grâce à son influence à Islamabad, mais lorsque l'intense nationalisme et les instincts de survie entrent en jeu, tous les paris sont ouverts. Si une guerre nucléaire éclatait jamais en Asie du Sud-Est, l'impact humanitaire serait catastrophique à l'échelle mondiale, pouvant potentiellement entraîner d'autres grandes puissances dans le conflit également. Même pendant l'opération Sindur, on pouvait clairement ressentir l'inquiétude du reste du monde. La Chine elle-même a choisi de marcher très prudemment, se limitant principalement à un soutien discret comme les renseignements par satellite, au lieu de rejoindre ouvertement le côté du Pakistan. Parce que la vérité est que, même Pékin ne veut pas d'une guerre nucléaire juste à côté, ou du chaos total que représenterait le Pakistan devenant un État défaillant. Pour la Chine, ce serait un véritable cauchemar qu'ils veulent absolument éviter à tout prix. Deuxièmement, en investissant autant d'argent et de ressources au Pakistan, la Chine n'exporte pas seulement des armes, elle importe aussi de l'instabilité. Plus il y a de projets chinois et de travailleurs chinois au Pakistan, plus ils deviennent des cibles pour les groupes militants locaux. Les insurgés du bloc,
par exemple, voient ouvertement la Chine comme un exploiteur de leur région et lancent régulièrement des attaques contre le personnel et les convois chinois. Rien qu'en 2024, des militants ont tué 7 ressortissants chinois dans un attentat suicide visant un bus rempli de travailleurs chinois, causant un sérieux casse-tête diplomatique entre les deux pays. Des incidents comme celui-ci créent de sérieuses frictions. En fait, même le rapport de menace du Pentagone souligne clairement que les attaques terroristes, visant spécifiquement les travailleurs chinois, sont devenues un point de tension majeur entre la Chine et le Pakistan. Et si la sécurité du Pakistan continue de se détériorer, ce qui, soyons honnêtes, semble probable à ce stade, alors les travailleurs et les investissements de la Chine dans le pays pourraient devenir des cibles encore plus grandes à l'avenir. Ainsi, toute cette configuration finit par devenir une épée à double tranchant, mortelle non seulement pour l'Inde, mais aussi pour la Chine. Pourtant, il semble que Pékin soit prêt à prendre ce risque, car pour eux, les avantages l'emportent sur les dangers. La Chine pense probablement qu'elle peut garder le Pakistan sous un contrôle strict grâce à son levier économique et son influence diplomatique, empêchant ainsi toute débâcle totale. Il paraît également que l'Inde, pleinement consciente des risques d'escalade nucléaire, se retiendra toujours de pousser le Pakistan à bout. Cependant, après la frappe audacieuse de l'Inde près d'un site sensible au nucléaire comme les collines de Karana, même la Chine pourrait reconsidérer à quel point cette hypothèse est vraiment sûre. Pour l'élite militaire du Pakistan, la générosité de la Chine est essentiellement une bouée de sauvetage. Contrairement aux accords avec les États-Unis ou au plan de sauvetage du Fonds monétaire international, les accords d'armement de Pékin ne s'accompagnent pas de leçons sur le terrorisme, la démocratie ou les droits de l'homme. Ils viennent simplement avec un prêt à taux d'intérêt élevé, une poignée de main et de nombreuses ficelles obscures attachées. Les généraux pakistanais pourraient en fait se sentir encouragés en voyant à quelle vitesse la Chine a réagi pour moderniser et reconstituer leur arsenal défaillant. Certes, ces armes chinoises ont eu une performance embarrassante lors des récents combats, mais bon, ils reçoivent de nouveaux remplacements tout neufs, alors ils accepteront volontiers cela. Mais pour les citoyens pakistanais ordinaires, l'implication de la Chine est comme une condamnation à mort. Leur pays est financièrement ruiné et constamment dépendant des plans de sauvetage du Fonds monétaire international. Des plans de sauvetage qui obligent les gens ordinaires à payer des impôts plus élevés et à faire face à la hausse des prix. Et nous voilà, à regarder leurs dirigeants dépenser des milliards de plus en jets et en armes nucléaires, au lieu d'acheter de la nourriture, de construire des hôpitaux ou de réparer leur économie en ruine. Les critiques pakistanais, du moins les quelques courageux prêts à s'exprimer, soulignent clairement que c'est précisément cette approche militaire avant tout qui maintient le pays dans un cycle constant de crise, d'instabilité et de pauvreté. A l'inverse, l'Inde voit maintenant un Pakistan modernisé sur le plan nucléaire et soutenu par la Chine comme une menace encore plus dangereuse qu'auparavant. Les stratèges indiens doivent sérieusement envisager la possibilité que, dans les conflits futurs, le Pakistan se sente suffisamment confiant derrière son nouveau bouclier nucléaire pour agir de manière beaucoup plus agressive, osant peut-être même lancer des armes nucléaires tactiques dès le début pour stopper une avancée indienne. C'est une perspective terrifiante. Même si c'est limité, ce serait la première utilisation d'armes nucléaires en guerre depuis 1945 et pourrait facilement dégénérer en échanges plus importants. Les responsables américains se sont longtemps inquiétés de la sécurité nucléaire du Pakistan, en particulier de la possibilité terrifiante que les armes nucléaires pakistanaises puissent tomber entre les mains d'extrémistes ou être utilisées de manière imprudente lors d'une crise. Maintenant, avec la Chine qui alimente ouvertement l'expansion nucléaire du Pakistan, cela complique sérieusement les efforts internationaux de non-prolifération. Les États-Unis ne peuvent pas exercer de pression efficace sur le Pakistan en matière de sécurité nucléaire sans affronter directement la Chine. Mais tant que les États-Unis continueront à renforcer leurs liens avec l'Inde, Pékin ne voit aucune raison d'aider à contenir le Pakistan. C'est devenu un cycle géopolitique compliqué. Les États-Unis s'associent de plus près à l'Inde. La Chine réagit en armant le Pakistan. L'Inde renforce alors son alliance avec les États-Unis, et le cycle continue de s'intensifier. Même les dirigeants européens, historiquement éloignés des conflits sud-asiatiques, s'inquiètent de plus en plus de l'influence de la Chine au Pakistan. Pour la première fois ces dernières années, l'OTAN a officiellement qualifié la Chine de défi systémique, reconnaissant que les ambitions mondiales de la Chine pourraient déstabiliser des régions bien au-delà de l'Asie de l'Est. Une crise nucléaire en Asie du Sud, surtout si elle est déclenchée par la prolifération agressive de la Chine, relèverait certainement des préoccupations de l'OTAN. Il y a toujours cette possibilité effrayante, une petite mais réelle peur, que des matières nucléaires pourraient d'une manière ou d'une autre tomber entre les mains de terroristes, surtout compte tenu des problèmes de sécurité interne du Pakistan et des groupes extrémistes qui opèrent librement à l'intérieur de ses frontières.
Mais peut-être que la plus grande ironie dans tout cela, et la plus triste tragédie humaine, est que les dirigeants du Pakistan ont justifié la construction de leurs armes nucléaires et les dépenses militaires massives au nom de la sécurité nationale et de la survie. Mais aujourd'hui, le citoyen pakistanais moyen se sent moins en sécurité que jamais. Pris entre une difficulté économique constante, une inflation galopante, le chômage et la violence quotidienne des attaques terroristes. Au lieu de fournir de la sécurité, ces investissements militaires sans fin n'ont fait que plonger le pays plus profondément dans la crise. C'est comme si la leçon que le Pakistan a tirée de l'opération Sindur n'était pas de comprendre pourquoi ils continuent à entrer en conflit et à stabiliser enfin leur pays, mais plutôt d'accumuler des armes encore plus puissantes pour ne pas perdre le prochain combat. Et comme ça, le cycle de l'hostilité continue de tourner. Seulement maintenant, il est suralimenté par le soutien militaire massif de la Chine. L'Inde, quant à elle, fait face à son propre dilemme. Comment peuvent-ils dissuader efficacement un Pakistan armé de nucléaire et de plus en plus agressif, soutenu par la Chine, sans être entraîné dans une course aux armements épuisante et drainant le budget? L'Inde ne veut certainement pas brûler d'argent sans fin en essayant de correspondre à chaque nouvel achat pakistanais. Mais en même temps, l'Inde ne restera pas non plus immobile. Si le Pakistan reçoit des chasseurs furtifs, l'Inde accélérera naturellement ses propres programmes de chasseurs furtifs et investira encore plus dans des armes avancées, comme les systèmes russes S-400, ou peut-être même les F-35 américains, ou les Su-57 russes, un jour. En fait, tout récemment, la Grande-Bretagne et le Japon ont officiellement invité l'Inde à rejoindre le programme de combat aérien global, ou Global Combat Air Programme, un partenariat majeur avec le Royaume-Uni et l'Italie, visant à développer un avion de chasse de 6e génération avancé. Il est clair que l'Inde répond déjà à ces menaces. Et si le Pakistan continue d'améliorer rapidement son arsenal nucléaire, l'Inde se sentira inévitablement sous pression pour renforcer ses propres capacités de dissuasion nucléaire. Avant que vous ne le sachiez, l'Inde et le Pakistan pourraient se retrouver coincés dans le même cycle dangereux qui a piégé l'Amérique et l'Union soviétique pendant la guerre froide, une course aux armements sans fin et nerveuse. Même si aucun des deux côtés ne veut vraiment la guerre, chaque nouvelle crise deviendra encore plus dangereuse, car des armes avancées signifient que des frappes plus rapides, des attaques plus furtives et beaucoup moins de temps de réaction, laissant à peine aux dirigeants la possibilité de reculer face à une escalade catastrophique. En bref, nous assistons à la Chine réécrire complètement la structure de sécurité d'une région entière, et certainement pas de manière positive. Maintenant, vous comprenez pourquoi le récent rapport du Pentagone qualifiant la Chine de première menace mondiale n'exagérait pas. Désormais, le monde observera chaque tension entre l'Inde et le Pakistan avec une anxiété renouvelée. Chaque attaque terroriste, chaque affrontement frontalier soulève la même question inquiétante. La prochaine opération Sindur va-t-elle complètement échapper à tout contrôle? Une erreur de calcul, juste une attaque de trop, et nous pourrions soudainement nous retrouver face à quelque chose d'inimaginable comme la 3e guerre mondiale.